Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le 15 septembre, au cœur des 35e Journées européennes du patrimoine qui permettent chaque année aux Français de découvrir ou de redécouvrir les monuments et les jardins qui ont fait notre histoire. Et c'est ici, à Paris, place de la Concorde, à quelques pas seulement des Champs-Élysées, dans cet hôtel de la Marine en pleine restauration, que nous allons suivre des héros méconnus qui ne reculent devant rien pour préserver, sauver nos monuments en péril et rénover les trésors nationaux. Je vous propose de rejoindre Vincent Châtelain et de rendre visite à ceux qui se battent avec passion pour restaurer le patrimoine normand. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale consacrée aux héros du patrimoine normand. En Normandie, Vincent Châtelain a eu l'occasion de vous faire découvrir de nombreux sites historiques somptueux. Mais aujourd'hui, ce sont les petites mains, les artisans, les bénévoles, bref, les passionnés qui œuvrent sans relâche pour la préservation du patrimoine que nous mettons à l'honneur. Nous commencerons par un départ en mer, face à la côte est de la Manche, pour une visite exclusive de l'île du Large, où Hugues et Vincent se battent pour réhabiliter le fort en compagnie de jeunes élèves d'un bac pro de Caen. On dort dans les tentes, on prend notre douche, on fait à manger, on fait la vaisselle, donc voilà, c'est pas mal. Nous partirons ensuite pour un double rendez-vous, à 2 ans d'écart, à la ferme Saint-Siméon. D'abord avec Stéphane pour la pose d'un toit de chaume, puis avec le passionnant Xavier, concierge de la ferme, qui revient sur l'histoire de cette chaumière, véritable égérie des impressionnistes, notamment de Monet. Une toile très célèbre qui s'appelle La Route sous la neige, une merveille absolue avec la lumière d'hiver dont on parlait, donc ici en plus le blanc, rose, jaune et bleu. Autre décor, autre pan de l'histoire de Normandie avec l'association Le Savoir et le Faire qui redouble d'inventivité pour mettre en valeur les sites et le passé minier de la région de Flers dans l'Orne. Il y a eu un gros travail des bénévoles de l'association Le Savoir et le Faire. Donc là, on fait le lien entre les générations, les anciens qui peuvent transmettre ça aux jeunes. Nous terminerons notre voyage dans le temps et sur les terres normandes avec Yves et Aurélien qui ont décidé il y a plus de 10 ans de faire ressortir de terre le château moyenâgeux de Blainville-Crevon. Voilà, tu as posé ta pierre à l'édifice sur le château de Blainville-Crevon. C'est parti pour une balade au pays des héros du patrimoine. Pour commencer notre découverte des héros du patrimoine normand, nous prenons le large en direction de l'archipel de Saint-Marcouf, un lieu d'ordinaire interdit au public où nous retrouvons Hugues et Vincent, deux passionnés qui font travailler d'arrache-pied les jeunes élèves d'un lycée technique de Caen pour réhabiliter le fort de l'île du Large. On rentre dans l'histoire, là. Hein. On rentre dans la grande histoire d'une petite île. C'est phénoménal, c'est complètement dingue d'être ici, c'est incroyable. Et 2,5 hectares. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et pratiquement, elle est entièrement construite par une citadelle militaire. Mais alors cette citadelle, elle n'était pas là à l'origine, puisque cette île, elle s'appelle l'île du Large, mais de Saint-Marcouf. Marcouf, c'était qui? Marcouf, c'était un noble de Bayeux qui a créé un couvent sur la côte et qui venait ici pour se mettre un peu à l'abri du monde, en ermitage en fait. On comprend. C'était au 5e siècle. Il a donné son nom aux 2 îles qui composent l'archipel. C'est l'île du Large sur laquelle nous sommes et c'est l'île de Terre qui est une autre île à côté, à peu près de la même surface, c'est-à-dire quelques hectares. Alors si on reprend le fil de l'histoire de cette île, donc une fois que Saint-Marcouf est venu ici à tenter de faire ses retraites spirituelles, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu des corsaires. Mais, les corsaires qui étaient les pirates au service du roi en fait. Hein. Pirates au service du roi. Il y a eu aussi des pirates d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, c'était des îles qui servaient un peu d'entrepôt pour des gens qui n'étaient pas vraiment dans la légalité, quels que soient les siècles. Celui qui a en fait fait changer énormément les choses, c'est Napoléon, qui a dit c'est quand même agaçant de voir les Anglais ici, parce que quand ils sont ici, tout le système commercial et économique de la baie, depuis Le Havre jusqu'à Cherbourg, est bloqué. Dépendant, verrouillé par les Anglais. Ils avaient une énorme flotte ici. Alors Napoléon, qui n'aimait pas ces choses-là, a dit bon, on va récupérer les îles. Voilà.
Et il a fait appel à un inventeur américain qui a mis au point un sous-marin. C'était le premier sous-marin de guerre en 1802. Il est parti du bord de la côte pour attaquer la flotte anglaise, avec 3 hommes à bord. C'est une épopée assez extraordinaire. En 1802, un sous-marin qui vient attaquer les Anglais sur cette île-là. Sur cette île. Ils sont restés 6 heures au fond de l'eau, avec un petit tuyau pour pouvoir respirer. Il y en avait un qui pédalait pour avancer, l'autre qui pédalait avec une hélice aussi pour descendre, puis le troisième qui pédalait pour avoir l'air. Et alors les Anglais, qui avaient des espions partout, ont été informés de l'opération. Ils ont réussi à appareiller avec tous leurs vaisseaux, ce qui fait qu'au bout de 6 heures, les malheureux, ils ont laissé tomber. Alors Napoléon était furieux, il n'aimait pas les échecs. Donc il a renvoyé Fulton, c'était l'inventeur de ce sous-marin, il l'a renvoyé aux États-Unis. Et Fulton est devenu très célèbre et très riche, et c'est lui qui a inventé les bateaux à aube qui ont fait... les bateaux du Mississippi. Et alors donc c'est Napoléon qui a voulu ce fort-là pour contrer les Britanniques en fait. Alors après les échecs, Napoléon a réussi à négocier en 1802, à la paix d'Amiens, le rachat de l'île. Et pour être certain que les Anglais ne remettent plus les pieds sur cette île, il a dit « je vais les impressionner et je vais faire quelque chose d'énorme pour que vraiment ils comprennent que c'est nous maintenant les propriétaires ». Ouais, c'est réussi parce que c'est quand même impressionnant. Voilà, le petit ça me suffit. Le petit ça me suffit. L'œil en a beaucoup aussi, parce que c'est quand même très très grand. Ça fait 54 mètres de diamètre hors tout. Et il y a 48 cellules. Au rez-de-chaussée, c'était les magasins, tout ce qui servait pour la nourriture, pour le matériel. Et au premier étage, c'était là qu'il y avait les pièces à feu avec un canon dans chacune des 24 cellules. D'accord. Et au maximum de la construction, on a été jusqu'à combien? Alors on était jusqu'à 500, puisqu'il y avait à la fois les constructeurs, les ouvriers et les militaires, parce que les Anglais continuaient à attaquer pour récupérer l'île. Par contre, ce qui se passait forcément assez mal, sans doute, c'était la promiscuité entre le monde des militaires et le monde des bâtisseurs. Peu de travail quand même ici, non? Il y a beaucoup de travail, hein. Ça prend énormément de plaisir. Là. Il y en a pour 100 ans de travail à peu près, non? Ouais, je peux pas vous dire pour combien de temps il y en a, mais il y en a pour de nombreuses années. Ouais. J'ai vu qu'en arrivant qu'il y avait un chantier là-bas, tu peux me montrer? Ouais, pas de problème. Bon, on se retrouve en bas. Bon, merci Hugues. Alors dis-moi, toi tu participes ici et tu encadres un chantier avec des jeunes qui s'occupent de la restauration. Ils viennent d'où ces jeunes? Exactement, donc c'est un groupe d'élèves qui vient du lycée Laplace à Caen, donc, qui sont en terminale bac pro Gros œuvre. Ah donc, oui, d'accord, c'est déjà des spécialistes, des futurs spécialistes on va dire. Ils ont déjà 2 années d'expérience dans le bâtiment. Ah oui. Et ils viennent là faire une semaine de réhabilitation de l'île qui compte pour leur stage en entreprise. Donc, il faut qu'ils assurent ici quand même. Il faut qu'ils assurent, ouais. Mais ils prennent énormément de plaisir. Bon, énormément de plaisir, et puis il y en a quelques jeunes qui travaillent là, on peut aller voir ça tout de suite. Ok, chouette. Ça va les garçons? Ça va. Et alors du coup, toi Léo, raconte-moi un petit peu, ça fait combien de temps que tu es ici? Donc on est arrivé lundi en bateau, on a mis les tentes et tout, et le matin on a commencé à bosser, mardi matin. Et Saint-Marcouf, c'est pas un truc de ouf quand même, non? Ouais, si. Quand on arrive ici, on se dit quoi? Bah c'est des paysans, on n'a pas les mêmes conditions de vie, on dort dans les tentes, on prend notre douche, c'est un peu... On fait à manger, on fait la vaisselle, donc voilà, c'est pas mal. Et toi, alors donc, ce travail-là que tu fais ici, c'est dans la continuité de ce que tu apprends dans ton école, en fait? Voilà, en fait, ça fait partie de notre formation. Et après ce stage d'une semaine, on part en entreprise. Mais alors là, tu fais quand même une formation particulière parce que tu travailles avec des matériaux qui sont anciens. Voilà. C'est pas forcément ce qu'on apprend à l'école, ça. Oui, bah, c'est différent, en fait, parce que, par exemple, admettons, si on prend, quand on fait de la colle, c'est du sable naturel. Et là, on a des petits coquillages pour rappeler les mers, donc c'est pas les mêmes matériaux. Ouais.
Et alors, qu'est-ce que tu as comme document pour prouver que tu es passé ici? Bah, chaque élève de notre classe a un passeport, comme quoi on est sur l'île de Saint-Marcouf. Ça, c'est classe, ça. Avec à l'intérieur, donc... Tu crois que tu vas pouvoir passer la douane avec ça? Ouais, je pense. Hein. Ouais, bah je te le souhaite. Hein. Bah, j'espère bien. Hein. Sinon, tu rentres jamais. Ah, sinon, je rentre pas. Si rester ici toute ta vie, ça te brancherait ou pas? Toute ma vie, peut-être pas, mais ça me dérangerait pas de rester un mois de plus. Là, tu viens restaurer un monument historique. Ouais. Ça fait quelque chose de spécial de travailler là-dessus ou pas? Bah oui, et puis je pense que c'est pas donné à tout le monde de restaurer ce genre de monument, donc c'est pas mal. Bon, allez, bon courage les gars. Merci, ciao. Puisque nous évoquons la rénovation, c'est l'occasion rêvée de se pencher sur la fabrication et l'histoire d'une construction emblématique de Normandie, la chaumière. Nous avons rendez-vous avec Stéphane, un artisan chaumier, dans les jardins d'un des plus beaux sites de la ville d'Honfleur, la ferme Saint-Siméon. Ça va Stéphane? Bonjour Vincent, ça va et toi? Ouais, très bien. Ouais. Donc là, tu es sur un chantier en ce moment? Eh bien oui, tu vois, on a démarré ça hier matin. Et il va falloir combien de temps pour tout remplacer? Ah, il va falloir un mois à peu près. Un mois? Ah, oui, oui. Et ça va pouvoir rester en place pendant combien d'années? Oh, compte une quarantaine d'années à peu près. Ah, quand même? Oui, oui. Et alors, ce qu'on utilise, c'est ça? Ah bah, du roseau. C'est du roseau, ça? Oui, c'est un joli petit roseau de Camargue qui est bien sélectionné, bien trié. Travail impeccable. Et toi, quand tu étais petit, est-ce que tu allais déjà justement Oui. cueillir, couper du roseau ou pas? Ah oui, dès l'âge de 12 ans environ, j'allais avec mon grand-père l'accompagner pendant les vacances, les jours fériés et autres, faire un petit peu de boulot, quoi. À quel moment tu as su précisément que toi, tu allais faire le même métier que ton grand-père? Aux alentours de 15-16 ans, au moment où Ouais. l'école me convenait plus, j'ai Ouais. décidé de basculer sur un métier qui m'a toujours convenu en fait. Hein. C'est pas comme poser une ardoise, Ouais. c'est un petit peu plus compliqué. C'est respecter les épaisseurs, respecter une certaine régularité, et puis savoir tailler et taper le matériau en le respectant. Voilà. Il y a l'amour de la matière. Hein. Oui, absolument. Donc ce roseau de Camargue, tu vas le poser dessus, tu as déjà commencé d'ailleurs. Oui. Moi je le remets ici. Et alors, on va donc de l'autre côté, en fait, on ne retire pas cette partie-là du roseau. Ah non, non, on garde la fleur justement, c'est ce qui contribue à l'isolation. Ah d'accord. Sur les toitures. Et à la déco aussi un peu. Ah oui. Est-ce que je peux aller voir un peu plus près avec toi? Ah bah allez, Toi, allons-y. je participe au chantier? Oui. Allez, hop. Allez, vas-y doucement. Il y a de la hauteur. Hein. Un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, alors Donc tu le vois, fameux roseau, il est là. Et souvent, on parle d'un intérêt, on parle vraiment d'un toit, on va dire, durable. D'abord, en termes d'impact écologique, Oui. si on compare ça avec des tuiles, la fabrication de tuiles, le coût environnemental, ici, on n'a aucun coût environnemental en fait. zéro. Zéro, en fait, c'est un matériau naturel qui est récolté tel que, sans aucun traitement, et qui est utilisé naturel. L'homme n'est pas intervenu dans l'évolution de ce chaume, il est tel qu'il a poussé. Pourquoi c'est plus intéressant que d'avoir un toit de tuiles qui, a priori, demande moins d'entretien? Alors un peu moins d'entretien, certes, mais au niveau isolation phonique et thermique, avec une épaisseur de 30 cm, la résistance thermique est quand même un coefficient relativement élevé. Hein. Et donc c'est très intéressant, puisque l'isolation est moindre à l'intérieur du bâtiment, en conséquence d'une belle toiture bien épaisse. Hein. C'est une succession des couches jusqu'en haut. Tout comme un système de tuiles va venir s'empiler les uns sur les autres. D'accord. Ok. Et ensuite, la pluie va dégouliner Oui, c'est ça, en fait. sur le chaume. Voilà, c'est la pente qui va faire que l'eau va glisser dessus sans pour autant rentrer dedans. Alors je vais te montrer pourquoi. C'est tout simple le phénomène. Tu vois? Voilà. Là, ta goutte d'eau, elle va succéder tous les brins de chaume. Et même sur cet aplat-là, ça va glisser comme ça? Oui, parce qu'une autre botte de chaume va revenir par-dessus. Ah, d'accord, ok. Et la succession des couches va faire que la goutte d'eau va toujours tomber plus bas. C'est Et jamais rentrer. C'est de la physique, quoi. Je sais pas si c'est... T'es un peu le physicien des toits. Attends, c'est quoi cet instrument que tu as? Ça m'intéresse. Ah, c'est une batte. Une batte. T'étais batte. dans quelle équipe, toi? Parce que c'est une batte pour faire des gaufres, quoi.
Ou pour corriger quand ça va pas Oh assez là vite. là là, attendez, je vais essayer de bien bosser, faut que tu me fasses bosser. Et j'espère que je vais pas me prendre des coups de batte. Allez, vas-y. Allez, vas-y, je vais te trancher là, je te dis, moi. Allez, tu peux Tac. retirer. Tu vas m'embaucher à la fin de la journée. Ou peut-être pas, c'est pas sûr. Ça ne chôme pas avec Stéphane, puisqu'il annonce fièrement que son toit 100% éco-responsable peut tenir une quarantaine d'années. Vincent a donc décidé de revenir à la ferme Saint-Siméon après 2 rudes hivers, cette fois-ci pour en savoir plus sur l'histoire de sa fameuse chaumière. Bonjour Xavier. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le concierge de la ferme Saint-Siméon, un lieu qui est assez connu ici dans la région parce que c'est un très bel hôtel, mais c'est surtout un lieu d'histoire. Si on se replonge dans le passé, si je ferme les yeux, mi-19e siècle, qui venait ici? Eh bien, beaucoup d'artistes. Bien sûr, Eugène Boudin, puisqu'il est natif de Honfleur, Qui a inspiré Claude Monet. qui a inspiré Claude Monet. Et puis alors, avec tous ces artistes, vous avez Yankin, Corot, Cals, Courbet, qui vont se réunir ici parce que l'endroit est absolument merveilleux. Ils y sont très bien accueillis, bien sûr, par la mère Toutain qui gérait l'hôtel, et surtout par la lumière, parce qu'il ne faut jamais oublier que s'ils sont venus travailler ici, c'est parce que la lumière les a attirés. La lumière est extraordinaire sur l'estuaire de la Seine. Cette fameuse lumière, qu'est-ce qu'elle a de particulier en fait? C'est une lumière qui vibre, elle irradie. C'est une lumière rasante, très souvent, qui fait des couleurs vraiment laquées sur l'estuaire, qui sont très spécifiques, parfois à la saison. Des lumières au mois de juin avec des couleurs indigo sur le soir, etc. L'hiver, des très belles dominances de jaune et de bleu. Alors et puis il y a cette chaumière aussi que nos téléspectateurs connaissent très bien, puisque dans Histoire de se balader, on leur a montré justement comment on pouvait refaire un toit de chaume de celle-ci. À l'époque, elle existait déjà? Elle existait déjà, bien sûr. C'est un lieu qui est important à la ferme Saint-Siméon parce que ce bâtiment a été pris comme modèle par Monet. 1864, l'été, printemps, été et hiver. Il va rester très longtemps cette année-là. Et donc, il va peindre ce bâtiment en plantant son chevalet derrière, sur la route, et une toile très célèbre qui s'appelle La route sous la neige, qui est actuellement au musée d'Orsay. Une merveille absolue avec la lumière d'hiver dont on parlait. Hein. Donc ici, il y a en plus le blanc, rose, jaune et bleu. Et puis on est juste en face du port du Havre où il a peint son fameux Impression Soleil Levant. Soleil Levant, oui. En fait, c'est très beau ce titre d'impressionniste en fait, qui leur a été donné un jour d'insulte par le noir. Hein. Tout le monde a oublié le noir aujourd'hui. Lui, oh, c'est peintre avec leurs impressions, ces impressionnistes. En fait, c'est génial, il les a couronnés, quoi. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. C'est dans l'Orne cette fois que Vincent a rendez-vous avec les membres de l'association Le Savoir et le Faire pour se plonger dans le passé minier de la région. Nous y découvrirons les sites somptueux que des bénévoles réhabilitent inlassablement avec pour objectif de les faire connaître au plus grand nombre. Alors nous, en général, on s'embête à faire des toits végétalisés. Bah, ici, voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a quelques graines qui sont tombées sur ce toit terrasse. Et c'est les conifères qui en ont profité, qui sont bien installés. Ça va faire un paquet de temps qu'ils sont là. Et vu que la mine est fermée depuis 40 ans, ils ont eu le temps de bien prospérer sur ce toit-là. Alors, Michael, il est où? Ça va, Michael? Bienvenue sur le carreau de la mine. Alors ici, le nom de cette mine, c'est quoi exactement? Alors ici, c'est une mine de fer, et c'est la mine de Saint-Clair-de-Valouse. Qui existe, voilà, elle est fermée depuis un certain temps. Depuis quelle époque elle est fermée? Ça a fermé en 1978. Et elle a été créée à quelle date? En 1884. Ah d'accord, donc elle a quasiment eu une petite centaine d'années d'existence, on va dire. Quand tu es arrivé ici, à quoi ressemblait le site? Dans quel état il était? Alors ici, il y avait beaucoup plus de végétation. Il y a eu un gros travail des bénévoles de l'association Savoir le Faire pour dégager le site. Et on a mis aussi en place des chantiers d'insertion. On s'attache à sauvegarder tout ce patrimoine minier, le site de Saint-Clair-de-Valouse. Mais on a aussi un autre site emblématique du passé minier de la Normandie, ce sont les fours de calcination de la Butte Rouge, en partenariat avec le Grès Tas de Flers. Alors j'imagine que pour restaurer un site comme celui-là, parce qu'il y a encore quand même pas mal de travail, on voit que le béton armé se fissure, qu'il y a des infiltrations partout, il n'y a plus de fenêtres, voilà, il y a beaucoup de travail.
Tu as besoin d'argent, j'imagine. L'association a besoin d'argent, Oui. il a besoin de financement. Voilà. Alors, combien il faut? Non, je rigole, mais on a besoin d'un gros montant, j'imagine. Oui, alors c'est des projets qui sont doublement intéressants parce qu'on restaure le patrimoine et en même temps on favorise la formation, l'insertion des personnes sur des métiers qui recrutent. Donc il y a ici des chantiers d'insertion pour les jeunes, mais il y a aussi d'autres choses qui ont été développées pour les intéresser, ces jeunes. L'association et l'Office de tourisme de Flers ont travaillé ensemble pour mettre en place une application sur smartphone qui permet de jouer en découvrant le site de la mine de Saint-Clair-de-Halouse. Donc en fait c'est une sorte de chasse au trésor où on retrace un petit peu la vie d'un ancien mineur, donc son enfance dans les cités, son embauche à la mine. Ils ont conçu un petit peu son parcours tout en cherchant des indices sur les sites. Et quand on trouve des indices, ça permet de débloquer du contenu. Donc des témoignages d'anciens mineurs, des vidéos à l'époque quand la mine était en activité, des photos anciennes, plein de contenus qu'on débloque au fur et à mesure de sa balade sur Saint-Clair. Donc là, on fait le lien entre les générations, les anciens qui peuvent transmettre ça aux Voilà, jeunes c'est ça. qui n'ont jamais connu cette histoire espace industrielle. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When sun of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my moon. There's no place like my home since I was. Nous terminons avec un chantier titanesque que nous devons au très courageux Yves. Soutenu par une association qui met en place des chantiers de réinsertion, il a décidé de faire ressortir de terre un château du Moyen-Âge, enfoui et en partie démoli par les ravages du temps. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur le site du château de Blainville. Merci. Bah, écoutez, alors déjà, je suis assez étonné parce que je ne connaissais pas du tout ce château. Là, on voit qu'il y a encore, j'imagine, un petit peu de travail pour découvrir ce qu'il y a en dessous. Mais expliquez-moi, vous l'avez découvert à quelle occasion? Comment ça s'est passé? Écoutez, c'est une histoire amusante. En 1967, nous étions une bande de jeunes, on jouait au volley. On avait créé un terrain de volley là. Il y avait deux jeunes qui disparaissaient. Alors un beau jour, on les a suivis. Et puis on s'est rendu compte de ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de gratouiller, de creuser. En fait, il y avait dû y avoir, à la suite d'un orage, un petit effondrement de terre. Et à ce moment-là, ça laissait apparaître des silex et des briques. Et ils avaient trouvé le début d'une voûte. Et ils s'étaient introduits là-dedans, ils grattaient, ils creusaient. C'est le début de la découverte de ce château qui était sous terre, complètement enseveli. Les fossés que vous voyez maintenant, c'est le résultat de 50 années de travaux. Et là, le travail, il n'est pas fini, hein, j'imagine, non? Non, ça continue. Ouais, vous allez me parler du château, mais on va descendre. Quand on est au fond là, du fossé, c'est impressionnant. Mais en fait, ça, c'était le fossé original qui existait ici? Exactement, parce qu'à l'origine, les fossés se terminaient en V très aigu pour compliquer la tâche des assaillants. oui. Alors imaginez un peu le Qui travail. glissait, alors. Imaginez le travail de quelqu'un qui veut attaquer le château. Je veux t'attaquer, mais je n'y arriverai pas. L'origine de ce château, est-ce qu'on connaît exactement la date de sa création, de la première pierre qui a été posée? Alors écoutez, dans les fouilles, on a retrouvé une monnaie qui date du Capet. D'accord. C'est-à-dire il y a plus de 1000 ans. Ouais. Hein. Après, on passe à une année qui est 1172. Geoffroy de Maucanchy avait une domus. Ça se faisait beaucoup à cette époque-là. On faisait des châteaux un peu comme, vous voyez, c'est le camp de petits bonhommes dans Astérix. Ouais. Des palissades en bois, une tour au centre. Oui, une tour au centre, c'était comme ça. Ça a commencé comme ça. Oui. Hein. On n'a pas attaqué avec des châteaux en pierre. Mais là, en fait, là, donc, ce reste de pierre, ces tours qu'on voit ici, là, elles datent de quelle époque, celle-là? Alors là, nous sommes au XVe siècle. Ah oui, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et pourquoi vous avez ces grosses tours rondes qui font 4,50 m d'épaisseur? C'est parce qu'à cette époque-là, l'artillerie avait fait d'énormes progrès. Donc il faut renforcer les murs de façon à résister aux boulets. Et alors là, je vois que le travail continue après 50 ans déjà oui. de restauration Et du oui. château. Et oui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Je vous remercie pour ces informations. Je vais aller voir comment ils travaillent, vos gars. Bah oui. Ok. Et ça va les encourager. Bah, j'espère. Allez. Allez, à bientôt, merci. À bientôt. Alors
Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire là, concrètement? Donc en fait, le but c'est vraiment d'entretenir les murs pour pouvoir le faire perdurer pendant encore des centaines d'années. Ça veut dire que là, ce que tu es en train de faire, après on va recouvrir avec ces pierres-là ou pas? Oui. On va récupérer en fait les grès qui sont un peu partout, on les récupère et on les remaçonne en fait petit à petit. Donc on utilise vraiment que les pierres du château. Bon bah il y a du travail, tu veux que je te file un coup de main? Bah écoute, si tu veux. Alors je suis le spécialiste de la truelle. Voilà, tu as posé ta pierre à l'édifice sur le château de Minguet-de-Crevon. Depuis plusieurs années, nous avons chaque semaine le bonheur de découvrir avec vous des Normands passionnés par leur région, par son histoire, sa gastronomie, sa culture, mais aussi et surtout son patrimoine bâti. En espérant que ces rencontres vous auront donné envie de rendre visite à ceux qui se battent avec passion pour la préservation du patrimoine normand, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures.